L'Afrique de l'Ouest s'apprête à faire ses adieux au franc CFA après plusieurs tentatives souvent avortées depuis des décennies. 2020, finalement, l'année que se sont donnés le 29 juin dernier à Abuja les chefs d'État des 15 pays membres de la CEDEAO pour mettre en circulation l'ECO, la nouvelle monnaie unique qui sera le symbole de l'intégration économique régionale. Alors, faut-il s'en réjouir? Le projet a-t-il des chances d'aboutir cette fois? Fera-t-il le bonheur tant espéré des Africains? À bâton rompu avec mes confrères, nous allons décrypter cette actualité avant de parler de cherté de la tomate. Oui, elle coûte cher actuellement dans nos marchés. Que faire pour éviter cette spéculation du produit chaque année? Vous entendrez un agroéconomiste à cet effet. Mesdames et messieurs, bienvenue à Wikeko que nous démarrons naturellement par le mini-journal que nous présente Estelle Espérance Oropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Les consommateurs ont droit à un service de qualité en la matière. Il existe des normes qui permettent aux qualiticiens de déterminer la capacité des fournisseurs à répondre à ces besoins de leurs clients. Des clients qui sont désormais à l'affût de la qualité. Mais les entreprises béninoises répondent-elles toujours? La réponse dans ce reportage de Philnesia Moutondi. Ce n'est pas ça. On te laisse, il y a des gens qui parlent plus même le portable, ils te laissent ces gens, ils t'ignorent quoi, c'est comme si tu n'existes pas. Des consommateurs de plus en plus exigeants. Voilà la réalité à prendre en compte aujourd'hui par les entreprises dans la fourniture des biens et services. La qualité des services devient alors un défi à relever à tout prix. Elle est désignée comme la capacité du fournisseur à répondre aux besoins et aux exigences du client. Quand elle arrive à faire défaut, la réaction du client est loin d'être tendre. Tu peux donner 500 maintenant en voulant acheter quelque chose de 200, on te dit qu'il n'y a pas monnaie. Donc tu es obligé d'aller chercher toi-même. Ou soit tu abandonnes ce que tu veux acheter sur place. Des fois tu rentres dans une boutique et comment on appelle, les gens te regardent comme ça. Tu vas même crier des fois avant qu'on ne dise qu'il y a un client qui est là. La qualité d'un produit est un atout, mais elle ne suffit plus pour satisfaire le consommateur. Il faut l'accompagner d'une bonne qualité des services pour s'attirer la clientèle. Grâce à certaines normes, les entreprises peuvent tendre vers une nette amélioration de la qualité des services. Aujourd'hui, on peut compter jusqu'à 1,2 million entreprises certifiées sur la norme ISO 9001 dans le monde. À part cette norme-là, qui est orientée management, certification client, et que nous avons aussi une norme béninoise de la qualité de l'accueil, que j'appelle Kawero. C'est une norme qui a été mise en place par l'Agence nationale de la normalisation et le contrôle de la qualité, qui est une norme qui est en train d'être connue petit à petit. Ce n'est pas encore très connu, mais petit à petit, les entreprises sont en train de s'approprier de cette norme-là, qu'on appelle Kawero, qui est Made in Benin. Dans un contexte où l'offre dépasse la demande, améliorer la qualité des prestations des services constitue un défi majeur pour les entreprises. Si une entreprise veut améliorer la qualité des services dans son entreprise, la décision lui revient. Il faudrait qu'il prenne la décision, la ferme décision de mettre en place un système de moyenne de la qualité, la démarche qualité au sein de son entreprise. Deuxième chose, c'est de former le personnel. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir un personnel qui n'est pas informé aux notions minimales de la qualité. Selon les spécialistes, pour appréhender le degré de satisfaction du client, une entreprise doit avoir une boîte de suggestions ou un numéro client. C'est une arme de conquête de la confiance du consommateur.
Environnement à présent, pour lutter contre les changements climatiques, il faut investir dans les infrastructures vertes. Elles sont certes un ensemble d'écosystèmes naturels, mais elles peuvent aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à augmenter leur résilience au changement climatique. Cela permet par ailleurs de préserver la santé publique. Jules Akwaikou, Amandine Anyamboussou. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékbodji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Allons maintenant à la rencontre de Edna Zimonse. C'est une dame qui a troqué tous les métiers féminins contre sa blouse de soudeur. Valoriser les produits made in Bénin, c'est l'ambition qui l'a poussée à s'intéresser à la soudure. Quand elle enfile son bleu, c'est pour fabriquer entre autres des machines agricoles avec l'aide de son équipe entièrement composée d'hommes. Dans le reportage qui va suivre, Mathieu Sokenou et Nadège Sani nous emmènent à sa découverte. Diplômée ingénieure de conception en génie mécanique et énergétique à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, Edna Zimonse est l'une des rares femmes à poursuivre son cursus universitaire dans un domaine de prédilection des hommes. Sa passion pour son métier remonte à son enfance. En créant son entreprise de soudure, elle a voulu corriger les nombreuses imperfections dans ce secteur et porter un coup de main
aux transformateurs agricoles. Tous nous parlons de la valorisation des produits made in Bénin. Même si on produit et il n'y a pas assez d'équipement, on ne pourra pas augmenter la quantité de production. J'ai dit que bon, au début, je peux couvrir un atelier d'abord, commencer par la petite clientèle, par la soudure, et après pouvoir maintenant atteindre l'objectif final, qui est d'aider le jeune transformateur des produits made in Bénin. Entourée d'une équipe composée d'hommes uniquement, la chef des lieux ne se laisse pas intimider. Dans cet atelier, nous travaillons comme si nous n'étions que des hommes. Notre chef ne se comporte pas comme une patronne. On ne paraisse pas. Notre chef non plus. Tout se déroule dans une parfaite harmonie. Pour en arriver là, Edna a dû faire des sacrifices. Bien qu'étant en cycle d'ingénieur, la jeune dame se rendait régulièrement au lycée Koulibaly pour des exercices pratiques. En un an d'existence, son atelier a déjà fait ses preuves. J'ai déjà réalisé avec eux beaucoup de cuves, beaucoup de cuiseurs, de pasteuriseurs, les cuves de fermentation, des presses d'ananas, les capsuleuses. Et il y a beaucoup qui sont en projet. Les équipements agricoles ne sont pas les seules réalisations de cette passionnée de la soudure et des gros engins. Edna fait aujourd'hui la fierté de ses géniteurs dans sa blouse bleue, même si ces derniers rêvaient de la voir enfiler la blouse blanche comme médecin. J'étais allée dans son atelier plusieurs fois et puis je l'ai vu en train de travailler. Vraiment, j'étais tellement contente. Et le jour-là, je la regardais faire. Le mot me manque. Edna Zimonset souhaite que dans 10 ans, les transformateurs agricoles béninois puissent disposer d'équipements localement fabriqués. Tout cela pour faire de son atelier un centre de référence dans la sous-région. Et c'est la fin du mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Wikeco. Merci à vous, Estelle Pazou. À présent, nous allons faire le tour des kiosques pour scruter les journaux qui ont relayé des informations et un rapport à l'économie. Cette fois-ci, c'est signé Lazare Migan, la revue de presse économique. Amis de la revue de presse, bienvenue sur les informations économiques qui ont meublé les journaux cette semaine. Débat d'orientation budgétaire au Parlement. Plus de 8% de taux de croissance projeté en 2020. C'est le quotidien du service public La Nation qui nous informe à sa une. Selon le journal, le gouvernement table sur un taux de croissance économique qui dépasserait les 8% en 2020 et atteindrait 9,2% à l'horizon 2022. Une information relayée par le quotidien Le Potentiel à sa manchette. Le journal écrit « Débat d'orientation budgétaire au Parlement. Le gouvernement prévoit 8% de croissance en 2020. » Ainsi, à l'horizon 2022, les ressources du budget général de l'État atteindraient 1 653,2 milliards de francs CFA. Au niveau des charges, elles s'afficheraient à 1 708,5 milliards de francs CFA en 2022. Contre 1 498,1 milliards de francs CFA en 2020, soit une hausse de 14%. Autre information dans cette revue, et c'est la presse du jour qui nous en parle à sa une. Développement de solutions numériques en milieu rural. La Banque mondiale alloue 100 millions de dollars au Bénin. Ce projet de transformation numérique des régions rurales permettra d'accroître la productivité et la compétitivité de 2 secteurs clés
pour la croissance, l'agriculture et les technologies de l'information et de la communication. Poursuivrons ce journal avec une bonne nouvelle pour le Bénin. Standard & Poor's confirme la notation du Bénin à B+ stable. Une information que partagent les quotidiens Fraternité et l'Événement Précis. En confirmant cette note, l'Agence internationale de notation financière maintient ainsi le Bénin en seconde position parmi les pays africains au même niveau que le Sénégal et le Kenya. Sur le plan de l'activité économique, l'agence maintient ses perspectives positives, une croissance réelle du PIB à 6,5% en moyenne sur la période 2019-2022, soutenue par les investissements publics et privés, notamment dans les infrastructures et en faveur de la productivité agricole. Restons avec le journal L'Événement Précis. Le quotidien affiche à sa DER. Le Bénin attire les investisseurs étrangers de premier plan. Ceci grâce à la mise en œuvre des réformes économiques. Ces initiatives ont permis d'attirer des investisseurs d'Asie et d'Europe qui, pour la première fois, s'intéressent à un pays émergent d'Afrique subsaharienne. Dernière information pour clore cette revue, c'est le quotidien Le Télégramme qui nous informe et écrit à sa manchette. 15 pays d'Afrique de l'Ouest se dotent d'une monnaie unique. L'Écho, à en croire le journal, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont formellement adopté le nom d'ECO pour leur projet de monnaie unique dont ils souhaitent la création dès 2020. Fin de cette revue économique, merci de l'avoir suivi. Merci Lazare Migan, à dimanche prochain pour une autre revue économique. Mesdames et messieurs, encore quelques mois, si tout va bien, et vous et nous n'utiliserions plus le franc CFA. En tout cas, le projet est assez avancé. Nous allons en parler juste après ceci. Mes confrères, mes invités sont déjà sur ce plateau et j'ai le plaisir de vous présenter Tanguy Agoy. Bonjour. Bonjour. Tanguy Agoy est journaliste à Canal 3 Bénin, animateur vedette de l'émission matinale Actu Matin. Pas vedette aussi. Oh non, non, c'est avec un plaisir que je vous reçois sur ce plateau. Plaisir partagé. En face de vous, lui, il est un habitué de ce plateau. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Rock, bonjour téléspectateurs. La pleine forme. Ça va très bien. Très bien. Alors, c'est un projet qui date de très longtemps. Les prémices remontent même à la création de la CEDEAO. Eh bien, la CEDEAO veut se doter aujourd'hui d'une monnaie unique. Le projet en passe de devenir réalité. Croyez-vous-en, Tanguy? Est-ce qu'on a le choix? D'abord, je vais saluer aussi mon confrère qui est en face de moi, Marcel Zoumenou, et saluer les téléspectateurs. Est-ce qu'on a d'autres choix quand ce sont les dirigeants qui se sont mis à table pour décider de ce projet-là? Ce qu'il reste à faire pour nous qui sommes en tout cas en bas et au sein de la population, c'est d'accompagner. Et c'est de suivre, parce que justement, il n'y a aucun rêve qui soit irréalisable, surtout quand c'est une décision politique qu'il annonce avec une volonté qui l'accompagne. Vous n'allez pas me dire que 15 présidents se mettent ensemble pour parler d'un rêve qui ne devrait pas se réaliser. Donc moi, j'y crois. Mais au départ, les 15 n'étaient pas tous d'accord. Il y avait dans l'espace certains pays qui continuaient d'utiliser leur monnaie. Je veux parler du Nigeria, le Ghana, etc. Mais du coup, les 15 se sont entendus. Vous pensez que c'est... Il ne faut pas oublier d'où est-ce que nous sommes partis. D'abord, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, la CEDEAO, ça remonte de bien longtemps, sa création. Et n'oubliez pas aussi que ça fait déjà quoi, une soixantaine d'années que les pays africains sont indépendants. Ils ont compris aujourd'hui qu'il faut se mettre ensemble pour évoluer. Ce n'est pas pour rien que les organisations à la fois sous-régionales et continentales naissent ça et là, de sorte à renforcer les petites forces que nous avons au plan national pour quand même faire face à de grands défis qui viennent à nous. N'oubliez pas surtout que l'Afrique aujourd'hui est une terre carrément isolée du reste du monde, où nos petites forces et faiblesses ne nous permettent pas justement de faire face aux défis qui viennent à nous. Alors ce serait très bien d'ailleurs de penser à se mettre ensemble. Et si déjà on a un grand succès côté économique, en tenant compte de la CEDEAO, n'oubliez surtout pas que la CEDEAO est quand même une grande référence en termes d'organisation sous-régionale, que les gens viennent copier, que ce soit de l'Afrique australe, orientale ou même du Nord. Je
penser par exemple au Maroc qui pense à intégrer par exemple cette organisation, bien sûr, on peut se dire que c'est une bonne chose. Tout à fait. Alors, j'ai bien envie de vous poser la même question. Est-ce que vous êtes optimiste ou vous pensez que ça va aboutir? Quelles sont les chances, justement, pour que ce projet vieux de dizaines d'années puisse aboutir aujourd'hui? Bon, c'est un projet qui est dans les pipelines depuis 1983 et bon, ça fait un peu plus de 30 ans, je crois. Donc, moi, j'ai la même posture que Tanguy. Il faut que, en tant que citoyen, on puisse croire que c'est possible. Et parce que, vous savez, aujourd'hui, le monde évolue dans un contexte de globalisation. Tout à fait. Et les États-Unis ont déjà donné l'exemple. C'est le premier pays à avoir eu un modèle économique de monnaie unique parce que ça fait 50 États et l'Union européenne est venue après, a suivi et ces deux régions sont en train de faire tout au moins quelques exploits sur le plan mondial. C'est vrai que pour le moment ça ne concerne pas l'Afrique tout entière. Oui, je sais, je parle des 15 pays de la CEDEAO qui veulent se mettre ensemble pour créer cette monnaie. Je crois que c'est salutaire, il faut saluer cela et il faut que, moi je dis, le projet dans son essence est bon, mais c'est la démarche pour y aboutir qui peut poser problème. Moi, je crois qu'il faut aller étape par étape. Quand vous prenez l'Europe, l'Union européenne, on a parlé d'abord d'un ensemble du charbon et de l'acier, la CECA si je ne me trompe pas, et c'est après qu'ils sont arrivés à la CEE et après Union européenne. Et donc, je crois que les dirigeants africains travaillent, je souhaite qu'ils travaillent à aller étape par étape pour ne pas... Alors, vous avez l'impression que les dirigeants africains sont en train de mettre la charrue avant les bœufs, n'est-ce pas? Non, j'ai l'impression qu'ils sont trop pressés et j'ai l'impression qu'on ne doit pas se donner des ultimatums. Il faut aller étape par étape. 2020, ce n'est pas la fin du monde. Même si ça n'aboutit pas en 2020, ça peut aboutir en 2021 ou 2022. Mais 2020 n'est pas loin, nous sommes déjà dans la deuxième moitié. C'est pourquoi je dis, quand je vois le chantier, je vois tout ce qu'il reste à faire avant d'aboutir, je me dis... Est-ce qu'en 6 mois, est-ce qu'en quelques mois, on peut arriver mais quand on dit 2020, ça peut aussi être le 31 décembre 2020. Hein? Donc, on dispose. Alors, Tanguy, dites-nous, vous savez, le Nigeria était un pays qui était réticent au départ. Qu'il est toujours. Mais il a fini par adhérer. Qu'est-ce qui a fait bouger les lignes pour que le Nigeria accepte renoncer à sa monnaie pour intégrer cet espace et soit prêt à adopter la future monnaie? Les enjeux de l'avenir. Et rapidement, avant de répondre à votre question, je voudrais bien quand même réagir par rapport à l'intervention de Marcel. Est-ce qu'ils sont pressés? Lui-même l'a appelé, le projet date de 83, 84 par là. Est-ce que de 83, 84 à 2019 ou 2020, on est pressé? Mais le fait qu'il se soit vu récemment, les ministres de l'économie de l'espace se sont vus, ont déterminé le nom. Quelques semaines après, les chefs d'État se sont vus à Abuja et ont donné l'ultimatum 2020 alors qu'on est à 6 mois pratiquement de 2020. Certainement, peut-être parce qu'il y a un travail qui a été fait. Je ne dis pas que ce qui est fait est bon et que c'est l'idéal qui devrait nous amener. Je dis certainement s'ils ont pris la décision de nous fixer comme horizon 2020, c'est certainement parce qu'ils ont vu sur le tableau de bord que les aiguilles indiquent des chiffres qui permettent de tenir au rendez-vous de 2020. Parce que justement, 2020 n'a pas été annoncé hier ou avant-hier. Je me rappelle encore de notre compatriote Marcel de Souza quand il était à la tête de la commission qui parlait déjà de cet horizon 2020. Et lui, il avait dit en son temps, je crois que ça doit être en 2017, que ce n'était pas évident qu'on tienne le calendrier de 2020. Alors, si après son passage, les chefs d'État viennent dire « nous pouvons tenir », c'est que certainement il y a eu des choses qui ont bougé. Qu'est-ce qui a bien pu bouger? Alors là, la grande question et la grosse interrogation. C'est à nos chefs d'État peut-être de répondre aux techniciens qui sont impliqués dans les couloirs de nous apporter les solutions. C'est vrai que nous sommes dans un pays, dans un contexte où les défis qui s'imposent aujourd'hui au pays sont énormes. Alors quel avantage pour ces pays de la CEDEAO qui vont désormais adopter une monnaie unique? D'abord sur la question du Nigeria, avant de revenir à ta question, en fait,
Je crois que oui, le Nigeria a donné son quitus aujourd'hui, mais il faut aussi reconnaître que l'arrivée du Nigeria fait peur à certains. Et vous savez qu'actuellement, pour ne trahir aucun secret, il y a deux pays qui sont de plus ou moins réticents. Je parle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, qui, même s'ils ont accepté, sont un peu réticents. Oui, c'était les pays qui défendaient le CFA. Tout à fait. Le Nigeria fait à lui seul 2/3 du produit intérieur brut de toute la zone. Et c'est quand même 6e ou 7e producteur mondial de pétrole. Et donc, quand un pays aussi puissant entre dans un jeu, il va forcément demander des choses qu'il doit avoir parce qu'il sera la locomotive de cette union. Et donc, ça peut faire peur aux petits pays. Pas seulement aux petits pays, mais également peut-être... D'autres qui ont envie peut-être de donner le leadership comme ils le tenaient par le passé. Donc, je crois que... Mais c'est un avantage d'avoir un pays aussi puissant qui est première puissance économique de l'Afrique dans cette union. Ce serait un très grand avantage. Ce que les pays gagnent, c'est que quand vous êtes ensemble, vous êtes plus forts. Ça, c'est une évidence. Parce que au-delà du Nigeria, il y a d'autres pays qui ajouteront leur force. Parce que la force du monnaie ne vient que de l'économie de ces pays. Tout à fait. Parce qu'en dehors du Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire qui est premier pays producteur du cacao, le Ghana aussi. Il y a le Niger qui produit de l'uranium. Et quand nous allons mettre tout ça là ensemble, et le Bénin qui produit du coton, évidemment, il faut le dire au passage. Et donc, quand nous allons mettre tout ça là ensemble, je crois que nous aurons une monnaie qui sera plus ou moins forte. Oui. Pourquoi le Nigeria a s'est ravisé entre-temps? Voilà. Moi, je continue de croire que le Nigeria ne s'est toujours pas ravisé. Vous avez vu aussi la grande réserve qu'il a émise concernant justement la dépendance du franc CFA par rapport au trésor français. Ça fait partie des préalables posés. Et ces préalables n'ont pas été levés ou remplis. Donc le Nigeria continue d'être réticent. Alors pourquoi est-ce que le Nigeria changerait peut-être de posture entre-temps? Voyez-vous, ces derniers temps, on a eu une certaine difficulté à stabiliser, je dois dire, le marché du pétrole. Or, c'est le pétrole qui fait l'économie du Nigeria aujourd'hui. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont compris que l'économie du Nigeria ne peut pas être aussi stable en continuant à rester justement adossé rien qu'au commerce du pétrole, premièrement. Deuxième élément, c'est que avec, je dois dire, les projets qui foisonnent ça et là, changement climatique, etc., diversification des sources d'énergie, etc., tous les pays qui ont endossé leur économie dans la production et l'exportation de pétrole sont très menacés. Ce n'est pas pour rien que les pays arabes, notamment, qui ont ces genres d'économie, ont pensé à d'autres sources de revenus, comme par exemple le tourisme, etc., etc. Il faut au Nigeria diversifier aussi, ma foi, son économie. Et diversifier, c'est provoquer la production, c'est diversifier les spéculations agricoles. Mais quand on a diversifié tout cela dans une zone comme l'Afrique de l'Ouest, il faut bien écouler. Et on ne facilite pas les échanges entre les différents autres pays quand on a à soi sa monnaie, alors qu'autour de soi gravitent d'autres monnaies qui sont complètement différentes. Les échanges, les taux d'échange, les conversions sont compliqués. Voilà des éléments qui peuvent contraindre aujourd'hui le Nigeria à dire il faut que je change et que j'adhère au groupe. Et c'est l'un des objectifs visés par ce projet, l'intégration économique régionale. Je crois qu'on y est arrivé presque, même si la monnaie n'a pas répondu. Du point de vue économique, la libre circulation des personnes et des biens, même s'il y a encore des choses à redire, on a quand même fait une avancée dans ce domaine-là. Côté culturel aussi, il me semble qu'un travail est en train de se faire pour qu'on ait quand même beaucoup de choses à partager aussi facilement entre les 15 pays qui sont membres de cet espace. Voilà, très bien. D'aucuns pensent que adopter la nouvelle monnaie éco, c'est comme si on change de l'emballage à un produit laitier, par exemple, le lait reste tel quel, que rien ne va changer. Est-ce que vous pensez la même chose? À partir du moment où il y aura toujours la dépendance vis-à-vis de la France qui va peut-être continuer à couper la monnaie. On a dit non, il y aura là une partie d'émissions en Côte d'Ivoire, une autre au Nigeria. C'est comme s'il y a un flou autour de cette situation. Est-ce que ça ne crédibilise pas la crainte, justement, de ceux qui pensent que c'est comme si ça ne va pas aboutir? Non, d'abord, il va dire qu'il n'y a pas un système
au monde qu'il n'y ait pas d'inconvénients. Et c'est vrai, nous avons tout le temps critiqué l'arrimage du franc CFA au franc français, mais ça a ses avantages, ça nous permet de nous protéger contre les chocs financiers mondiaux, parce que le franc CFA ayant un taux d'échange fixe avec le franc CFA, ça nous permet de protéger, même si par ailleurs 40% de nos réserves se retrouvent de l'autre côté là-bas. Absolument. Voilà. Je parle aussi davantage, je me dis non, nous compensons tout à fait. Parce que les pertes qu'on aurait pu faire en accueillant directement sur la poitrine, peut-être entre griffes, sont amortis. Sont amortis justement. Oui, tout à fait. Amortis de l'autre côté. Qu'on leur concède, justement. Tout à fait. Donc je dis, même si nous sommes ensemble, tout ne sera pas rose. Mais je dis, il y a plus à gagner d'être ensemble que d'être isolés. Parce qu'il y a ce que Tanguy disait tout à l'heure, c'est le fait que les disparités de monnaie font que les pays, le commerce entre ces pays, les transactions financières entre ces pays ne sont pas aussi aisées que ça. Et donc, le fait d'avoir une monnaie facilite les transactions. Deuxième chose, c'est que vous mettez tout ce que vous avez de bien ensemble. Si vous mettez tout ce que vous avez de bien ensemble, c'est comme ce qu'on fait comme les tontines. Vous serez plus fort. Et vous aurez plus de moyens, votre économie sera plus forte. Et donc, ça a forcément... Maintenant, si nous nous mettons ensemble, bon, il y aura forcément des faiblesses, parce que aujourd'hui, vous savez que l'Union européenne a eu beaucoup de problèmes juste à cause de la Grèce, qui est un maillon faible. Il y a des maillons faibles qui seront dans la communauté qu'il va falloir gérer. Il y aura d'autres problèmes. Et il continue de gérer avec le Brexit. Voilà, il y aura d'autres problèmes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres problèmes qui vont fragiliser cette monnaie, c'est les problèmes de sécurité, les problèmes d'infrastructure qui feront que, par exemple, quelqu'un qui produit sa tomate dans une zone du Nigeria ne peut pas l'écouler aussi facilement au Bénin, ou quelqu'un qui produit des avocats au Togo ne peut pas l'écouler facilement en Côte d'Ivoire. Donc, il faut travailler pour régler ces problèmes, la sécurité, les infrastructures, et travailler aussi pour que la libre circulation des personnes et des biens, qui est une des devises de la CEDEAO, qui se passe plus ou moins bien, soit plus renforcée. Absolument. Et que, en tout cas, le Bénin en est un exemple. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, dites-nous, Tanguy, la monnaie éco sera-t-elle coupée en Afrique, ou bien ça va provenir... C'est une question qui ne devrait pas se poser à mon entendement. S'il y a des pays de l'espace CEDEAO qui pouvaient frapper leur monnaie sur le territoire national, je crois que se mettre ensemble à 15, on peut décider de où on peut frapper sa monnaie, qu'il soit chez nous, en Afrique. Ce serait même, je dois dire, incompréhensible que de se décider de se mettre ensemble comme ça et de confier, ma foi, son destin. Parce qu'au fond, c'est de son destin qu'on parle, la CEDEAO. Quand c'est la bourse, dans un espace économique, il n'y a rien d'autre. Justement, donc on ne peut pas envisager un seul instant, que les gens puissent se mettre ensemble, penser à l'éco et confier peut-être la frappe de la monnaie à une nation étrangère. En tout cas, avec les grandes puissances qui sont au sein de la CEDEAO, il est à espérer que la monnaie soit coupée en Afrique cette fois. Alors, pour finir rapidement, un dernier tour de table, que faut-il faire s'il y a des préalables à poser encore avant 2020 pour que ce projet soit vraiment un projet durable? Non, les préalables, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut travailler pour que... Je crois qu'eux-mêmes ont défini des critères de convergence à respecter. Je vois qu'il faut que les pays qui se sont engagés fassent l'effort pour respecter ces critères de convergence. Ensuite, il faut, je ne sais pas si c'est une période tampon, travailler pour tester le dispositif. Tester le dispositif, par exemple, je ne sais pas. Hein, vous voulez dire qu'il faut continuer à utiliser les deux monnaies? Oui, c'est un débat des économistes. Je pense qu'ils pourront trouver la formule pour qu'on puisse avoir une période où une période transitoire. Où les monnaies peuvent être, je crois, je ne sais pas comment il va dire, c'est-à-dire quelqu'un qui a, par exemple, le Nigeria peut venir ici et faire des choses là, et ensuite celui qui a le CFA peut aller. Je crois qu'il faut une période tampon d'harmonisation. Moi, mon objectif, c'est qu'on ne se fixe pas comme objectif la monnaie et aller brutalement. Je le dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de chantiers à régler avant d'aller à cette dernière étape. Merci beaucoup à vous, Marcel Zoumenou. Tanguy? Oui, je crois que qu'est-ce qu'il faut ajouter encore à ce qu'il a dit? Il faut voir un peu quelle est la nature de chacune des économies des nations qui constituent la CEDEAO. Et la perspective d'une prospérité
dans l'espace régional ne peut s'envisager qu'à partir justement de la diversification de ce que nous faisons comme production pour soutenir nos économies. Quand vous voyez un pays comme le Bénin, qui n'a adossé son économie qu'aux services, ça va être un peu plus compliqué de répondre aux besoins et aux exigences dans un tel espace. C'est vrai que la Côte d'Ivoire nous donne quelques exemples en matière donc, de production locale, mais ce à quoi il faut penser aussi, c'est de transformer le visage des économies nationales de sorte à ancrer davantage la production, mais aussi la transformation. C'est très important. Pour permettre quand même de soutenir cette monnaie qui va naître. Sinon, on va passer à côté de la plaque. Et moi, je n'ai pas de délai. Si les grands disent 2020, bon ben allons-y. Si on peut leur donner un coup de main, il n'y a pas de souci. D'accord. Et nous sommes là pour leur donner justement le coup de main que nous faisons. D'ailleurs, tout à fait. Merci à vous, Tanguy Agoy, d'être passé dans cette émission. Ce fut un plaisir. Merci à vous également. Marcel Zoumenou. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission et enchaîner avec le dossier de la semaine. Et comme je vous l'annonçais en titre, nous allons parler de la cherté de la tomate. Ça coûte excessivement cher aujourd'hui dans nos marchés. Et oui, pour avoir de la tomate par 7 ans, il vous faudra débourser plus qu'il n'en fallait. Eh bien, c'est la situation aujourd'hui dans les marchés et Gloria Oni est allée faire le constat. Suivez son reportage. Elle entre dans la préparation de plusieurs mets. Crues ou cuites, les différentes variétés qui existent permettent d'en consommer aussi longtemps qu'il en faut. La tomate est l'un des fruits saisonniers les plus présents dans l'alimentation de nombre de personnes. Malheureusement, on n'en dispose toujours pas à plein temps. Des fois, nous avons 38, 39. D'ailleurs, nous avons fait 1000, 15 000. Cependant, des solutions palliatives pour éviter de subir les conséquences des aléas climatiques qui sont souvent à l'origine de la rareté de ce fruit sur le marché existent. Préconiser l'installation des serres, mais ça coûte très cher. Mais ce qu'on peut faire, conseil n'est-ce pas, aux ménages actuellement, c'est de conserver leurs tomates pendant qu'il y en a sur le marché. Les tomates sont des fruits assez fragiles et nécessitent des modes de conservation en période d'abondance. Cette technique permet de disposer de la tomate fraîche en période de soudure. On enlève les pépins, on enlève le cœur blanc pour avoir une bonne coloration de purée de tomates qu'on écrase. On écrase, n'est-ce pas, et on met au feu pour déshydrater le mélange, mais parallèlement à ça, vous avez des bocaux, n'est-ce pas, je pense aux bouteilles de mayonnaise avec un couvercle métallique que vous désinfectez. Purée, n'est-ce pas, atteint une certaine déshydratation donnée, vous mettez avec les cuillères, n'est-ce pas, dans des bocaux et vous fermez. Vous l'installez dans de l'eau bouillante pendant 45 minutes et vous enlevez. Vous enlevez et cela peut se conserver pendant au moins 1 ou 2 ans. Pendant les moments de pénurie de la tomate, l'oignon est souvent utilisé à la cuisine comme produit de substitution. Mais pour éviter de recourir à cette méthode, il est possible de disposer de la purée de tomate à plein temps en adoptant une bonne méthode de conservation. Voilà, la tomate coûte excessivement cher aujourd'hui dans les marchés. Nous avons suivi le reportage et nous avons notre invité agroéconomiste Gérard Lossogui qui est déjà sur ce plateau. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. La pleine forme? Très bien. D'accord. Ulvaeus Balogun, bonjour. Bonjour Aurélien Akoin. Ah oui, est-ce que vous savez qu'il faut augmenter la popote aujourd'hui parce que la tomate coûte cher? Ben, je viens de l'apprendre comme vous. Ah bon? Eh bien, on est là pour en parler. Merci à vous, Roch. Je reçois donc notre invité et comme vous l'avez pu le voir dans l'élément, la tomate coûte excessivement cher. On se pose une question un peu banale. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Cela s'explique par la baisse de la production en cette période aussi.
Ouais, cette période est considérée. En période de pluie? Mais les pluies viennent de s'installer. La production de tomates, son cycle est de 3 mois. Donc, nous venons de traverser une période de sécheresse et nous sommes progressivement dans l'installation de la production de tomates. Donc, actuellement, la production de cette saison n'est pas encore disponible pour le marché. Mais normalement, comme on sait que la pluie s'annonce, on devrait prévoir cela. Tout à fait. Ce sont des cultures qui demandent beaucoup d'eau. Donc, si on n'apporte pas beaucoup d'eau en cette période précise où la température est élevée, les cultures vont être brûlées dans les champs. Donc, c'est actuellement qu'on va devoir mettre en terre? Non, on a déjà mis en terre. Les pépinières sont déjà passées, on a déjà fait le repiquage. Et donc, les pluies sont là maintenant pour accompagner cette production jusqu'à la sortie. Mais est-ce qu'il faut chaque fois attendre la pluie? C'est le véritable problème de l'agriculture béninoise, la maîtrise de l'eau. Mais il y a la tomate qu'on nous importe, des pays sahéliens qui n'ont même pas l'eau comme nous. Certainement, c'est à cause de leur politique de développement. Parce que c'est des gens qui ont développé des politiques d'accompagnement de leur agriculture, qui ont fait certainement des barrages de retenue d'eau pour assurer une production de contre-saison pour leur population, et ils déversent le surplus dans nos pays. Ce que le Bénin doit faire. Puisque ces installations pour la maîtrise de l'eau nécessitent beaucoup d'investissements que les particuliers ne peuvent pas à coup sûr accompagner sans un accompagnement financier. Et aussi, il faut les regrouper quelque part pour que l'investissement puisse être rentabilisé. Oui, le problème d'organisation des acteurs aussi, c'est encore une autre problématique à approfondir. Parce que nous avons compris que l'esprit béninois n'arrive pas à évoluer en groupe. Les gens veulent évoluer en individuel. Or, pour évoluer en individuel, il faut des banques agricoles pour accompagner, surtout pour la production maraîchère, qui nécessite des installations d'irrigation et ces consorts. Les coûts sont élevés. Donc, qu'est-ce que moi je propose de façon concrète? Il faut que l'État arrive non seulement à organiser ses acteurs, mais à faire asseoir un système de partenariat public-privé où l'État va mettre en place tout le système d'irrigation, mais un privé gère, pour pouvoir assurer la disponibilité de ces produits maraîchers en période de soudure. C'est une très belle proposition. Alors, mais au-delà de la problématique de la maîtrise de l'eau que vous avez évoquée, il se pose également la problématique de l'industrialisation, de la conservation de la tomate. Oui, justement, la tomate est un produit très périssable. Il faut développer des technologies de conservation, la transformation de tomates, fruits en purée de tomates par exemple. C'est vrai qu'il y a quelques particuliers qui le font déjà, mais la disponibilité est faible. Si une tomate est récoltée aujourd'hui, si on n'arrive pas à la transformer d'ici 2, 3, 4 jours, on en risque des pourritures, des pertes post-récolte. Et cela est également dû à l'utilisation accrue des engrais chimiques. Parce que nos terres s'appauvrissent tous les jours. On n'arrive plus à laisser les terres en jachère ni en friche pour pouvoir utiliser plus tard à cause de la pression démographique. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et là aussi, pour que la politique de partenariat public-privé soit vraiment efficace, il faut que l'État arrive à régler de façon concrète les questions de conflits fonciers. Il y a plusieurs conflits sur des terres aménageables. Nos bas-fonds qui ne sont pas utilisés aujourd'hui. C'est un gâchis. Non seulement un gâchis, mais c'est des espaces sous conflit que l'État doit nécessairement régler. Il y a aussi des lois que les gens n'arrivent pas à appliquer. L'installation des producteurs au niveau des plans d'eau, au bord des plans d'eau. Les lois dans les pays qui se respectent disent qu'aucun producteur, bien aucun particulier ne peut s'installer à la bordure des plans d'eau au moins pour 300 mètres. Ce sont des zones réservées à la production agricole, pas seulement ou bien la production, à l'élevage, tout et tout. Souvent, mais est-ce que ce n'est pas possible que cela soit fait aussi au Bénin? Oui, c'est possible. Si c'est fait ailleurs, c'est possible également au Bénin. Il faut que l'État arrive à sécuriser non seulement les plans d'eau, à régler les problèmes fonciers et à installer réellement les potentiels producteurs. Et j'avoue que ces derniers temps, il y a beaucoup de projets qui accompagnent le secteur maraîchage au Bénin. Nous pouvons citer Payavo comme Padma, qui s'occupe de l'organisation des acteurs,
Padma va un peu plus vers l'aménagement également, ainsi que Payavo, mais ce n'est pas encore ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire un lobbying derrière ce projet, cette idée dont vous parlez? Il faut que l'État prenne des lois pour interdire l'installation des particuliers le long des cours d'eau, par exemple, afin de permettre justement aux producteurs de développer leurs activités agricoles. Oui, c'est possible, l'État peut le faire. L'État peut le faire, surtout quand on connaît notre gouvernement actuel, il peut le faire. Il peut le faire. Mais nous avons également les fermes privées qui sont pour l'État, qui sont installées sur de grands espaces. L'État peut aménager ces espaces. Quand on prend nous, par exemple, c'est au bord de l'eau, sur plus de 30 000 hectares, si je ne me trompe pas. L'État peut aménager de grands espaces là et installer une structure privée pour la production maraîchère, notamment tomates, piments, cette on sort, pour pouvoir amortir les prix en cette période-ci. Allez-y. Donc si l'État pouvait réussir, par exemple, à faire ces choses, nous ne serons plus obligés d'importer de la tomate. Alors j'allais dire, l'autre grand enjeu également, ce sont les changements climatiques. La problématique des changements climatiques, ça a un impact forcément sur la production agricole, notamment de la tomate. Oui, ça a beaucoup plus d'impact sur l'agriculture pluviale. C'est vrai qu'il y a une petite variation de la température, je suis d'accord, mais ces changements climatiques ont beaucoup plus d'impact sur l'agriculture pluviale et non l'agriculture irriguée. Et les propositions de solutions que nous sommes en train de faire, c'est par rapport à l'agriculture irriguée. Donc si l'État arrive à irriguer notre production maraîchère, on peut régler ça. Quand on prend Burkina Faso ou bien les pays du Sahel, leur température évolue jusqu'à 40-45 degrés. Bien sûr. Mais ceux-là produisent en cette période-ci. Oui. Donc la température n'est pas un facteur limitant à la production de tomates. Le facteur limitant, le grand facteur limitant, c'est l'eau. Il faut aussi avouer qu'il y a des zones, surtout la vallée de l'Ouémé, sur les terres qu'on appelle vertisoles, les terres noires. Ces acteurs veulent produire également de la tomate de contre-saison. Mais on a constaté quelque chose. Quand le plant arrive à un stade de développement, il commence par se faner. Et pourquoi? Donc, pourquoi la recherche n'a pas encore pu expliquer cela? Donc, il faut que l'État aussi investisse dans la recherche pour pouvoir régler ces problèmes et permettre à ces zones qui sont fortement irriguées ou bien qui se situent le long des plans d'eau de produire en cette période-ci. Est-ce que ce ne serait pas l'excès d'eau également qui... Non, ce n'est pas une question d'excès d'eau, c'est une question de pourriture des racines. C'est certainement à cause des insectes qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Et je suis encore moins outillé pour l'expliquer. Il va falloir que nos chercheurs s'y penchent sérieusement, parce qu'on ne peut pas disposer de cet espace et ne pas pouvoir l'utiliser, le rentabiliser comme cela se doit à Ulvaeus. Oui, et on pourrait se demander aujourd'hui quel devrait être le rôle des producteurs pour éviter ces périodes de soudure. Le producteur, lui, il est prêt à produire, mais il n'a pas les moyens. Il est prêt à faire même la production irriguée. Il faut que les banques accompagnent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une banque agricole digne du nom qui réponde à la production agricole. Et je loue également l'effort du gouvernement parce qu'il y a le Fonds national de développement agricole qui s'installe progressivement, qui développe des outils d'accompagnement des producteurs. Mais cela aussi ne suffit pas. Il faut que l'État subventionne vraiment la production maraîchère. En dehors de ces subventions, il faut que l'État arrive à développer des collaborations, des brassages entre producteurs, transformateurs, commerçants, consommateurs. Donc l'organisation globale de la filière pour pouvoir rendre beaucoup plus utile la production locale. Maintenant, quand l'État arrive à faire asseoir toutes ces institutions, il faut que l'État aussi arrive à réduire les sorties de nos produits. Il faut souligner aussi que même en cette période où la tomate coûte cher, les miettes qu'on produise sur le plan national sont encore exportées vers le Nigeria. Parce que ça coûte cher de l'autre côté. Ça coûte cher. On ne devrait pas permettre cela. On ne devrait pas permettre cela, justement, c'est ça. Mais nous sommes dans un environnement quand même de libre-échange. Si on ne permet pas cela, ça pose problème. Libre-échange, mais l'État aussi doit protéger la consommation locale. Et une autre question qui se pose, c'est souvent la façon dont les prix sont fixés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une régulation? Vous voyez, l'État ne peut pas fixer le prix parce que l'État n'est pas un producteur. Ce que l'État peut faire pour influencer les prix, c'est de subventionner les intrants. Mais vous permettez, l'État fixe les prix du coton,
le prix de l'anacade. Le prix d'anacade, de coton, parce que c'est des filières du cajou, organisées. tout et tout. Ou c'est certainement un seul acheteur ou bien deux acheteurs qu'il y a face à de milliers de producteurs. Donc l'État fixe le prix pour que le producteur se sente à l'aise et que l'acheteur aussi se sente également à l'aise. Vous pensez qu'un jour, on peut arriver aussi à fixer le prix de la tomate? C'est possible si l'État intervient réellement, joue pleinement son rôle en organisant ses acteurs. Et si l'État, comme on l'a dit, aménage de grandes superficies confiées à des privés, ça va jouer systématiquement sur la production. Ça veut dire que les privés vont produire en grande quantité, contrairement aux producteurs individuels. Et ce sont ces privés maintenant qui vont fixer le prix sur le marché. Mais en fixant le prix, d'autant plus qu'ils sont dans un partenariat avec l'État, l'État est peu influencé par là les prix. C'est ça. Merci beaucoup à vous. On retient qu'il faut organiser le secteur de la production de la tomate pour mieux contrôler le secteur, fixer les prix et permettre également aux producteurs de faire face, ou plutôt aux acheteurs de faire face à ces périodes de soudure. Oui. Merci beaucoup. Vous disiez qu'il faut 3 mois avant d'avoir de nouvelles tomates. Avant d'avoir de nouvelles tomates. Mais nous sommes déjà presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. D'ici à la fin du mois, on aura la production locale. D'accord. Merci à vous, Gérard Lossogbé. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste. Vous êtes venu nous parler des raisons pour lesquelles on a souvent des problèmes d'approvisionnement en tomates à pareille saison. Vous avez fait des propositions. J'espère que ces propositions ont été entendues par les autorités qui sauront quoi faire pour que désormais cette filière soit mieux organisée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Week-Eco que nous avons eu le plaisir de vous avoir présentée. Prenez le rendez-vous dimanche prochain à partir de 11h pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bye bye.